Donc, ben, c'est ça. Bonjour tout le monde. Vous avez pu constater là, que j'ai déposé les liens pour c'est ceux qui veulent revoir les séances qu'on a fait, que je vous ai présentées là, mardi. Donc, il y avait un lien pour la séance de midi, un lien pour la séance de 14 heures. C'était évidemment les mêmes informations là, que je répétais les deux fois, pas mal. D'habitude, c'est assez identique en termes d'informations. Donc, si vous voulez revoir le cours d'introduction, ben, vous pouvez juste regarder une des deux séances, puis vous allez avoir pas mal toute l'information. OK, j'ai deux annonces à vous faire. Premièrement, vous allez remarquer probablement au cours de la session là, que très régulièrement, je vais remettre à jour l'échéancier. Parce que des fois, on va décaler un peu. Comme là, aujourd'hui, on risque de commencer la théorie, mesure et incertitude. Donc, je vais remettre à jour l'échéancier. Je vais essayer de rajouter aussi, au fur et à mesure, s'il y a des choses que j'ai oubliées dans la section à la maison, là, donc les trucs à faire de votre côté, je vais essayer de les rajouter, de les mettre à jour. Donc, le document échéancier va souvent être retiré, remis avec des nouvelles informations. Donc, vous pouvez le reconsulter régulièrement. Là. Ça ne sert à rien de l'imprimer, en fait, puis de le coller sur votre mur. Là. Il va tout le temps être modifié. J'ai déposé aussi sur Léa le fichier avec les exercices sur les conversions d'unités qu'on avait commencé ensemble mardi. Je l'ai redéposé, mais avec les réponses incluses à la fin. Donc, si vous n'avez pas eu le temps là, de faire les exercices, bien, essayez-les, les exercices qui nous manquaient, qu'on n'avait pas fait ensemble. Et vous pouvez aller voir ensuite les réponses pour constater si vous avez réussi ou pas. Si vous avez des difficultés avec quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas, attendez pas. Vous m'envoyez un mio, on prend rendez-vous, ou vous venez pendant mes dispos, vous allez au centre d'aide, etc. OK. L'autre chose que j'ai à vous dire, c'est qu'il va y avoir deux conférences qui vont avoir lieu cette session-ci, pour lesquelles je vais donner des points boni. Si vous assistez à la conférence, je donne des points boni soit à un quiz ou à un examen. Donc, je vous donne les dates. Ça va être le 17 février et le 17 mars, qui sont évidemment des jeudis après-midi. Là, ça va être à 14 heures. Les jeudis après-midi, en général, ce n'est pas nécessairement le meilleur moment là, pour travailler ou faire autre chose. Là. Je sais qu'il y en a certains qui font ben les jeudis après-midi, je suis en congé, fait que je vais mettre des heures pour le travail ou je vais me planifier une activité autre. Je sais qu'il y a des étudiants qui, des fois, ont des pratiques de sport ou quoi que ce soit reliées là, au collège. Donc, si c'est votre cas, vous m'enverrez un mio. On essaiera de voir comment on peut s'arranger. Mais si vous faites partie d'une troupe de danse ou de théâtre, etc. Mais sinon, c'est ça. Il y a ces deux conférences-là. Il va y avoir aussi des présentations en ligne, des ateliers en ligne donnés par l'Université de Montréal sur certains sujets scientifiques. Il va en avoir 3 dans la session, dont une le 10 février. Je ne me souviens pas des 2 autres dates, mais en tout cas, ça aussi, c'est très intéressant. Mais pour lesquels je ne peux pas donner des points bonus parce que je ne peux pas donner des points bonus pour toutes les activités. Mais ça vaut vraiment la peine. Là. Je vais vous envoyer les informations, puis je vais vous en reparler de toute façon. Ça s'appelle le projet 1000 sciences. Donc, c'est ça. C'est des ateliers donnés par des étudiants en maîtrise au doctorat, puis c'est vraiment intéressant. Donc, sinon, je pense que c'est tout pour l'instant. Ce qui fait que je vais partager mon écran, puis on va poursuivre avec ici. Donc, où est-ce qu'on était rendu? On était à la toute fin là, du PowerPoint sur le chapitre 1. Ça s'appelle les référentiels et les systèmes de coordonnées. Donc, je ne sais pas, j'ai vu une main tantôt, mais là, j'ai une main qui est disparue. En tout cas, si vous avez. Oui,
J'aimerais juste savoir, c'est la deuxième conférence, c'est quelle date? C'est le 17 mars. Donc, Ok, 17 février, 17 mars. parfait, merci. C'est le 17 à chaque fois. La première, c'est sur la vie d'une chercheuse en astrophysique. Donc, un peu, c'est quoi la recherche, en particulier dans le domaine de l'astrophysique, mais en général, c'est quoi la recherche? Euh, Puis, la deuxième conférence va être donnée par Olivier Niquette, pour ceux qui le connaissent. Il est un peu, des fois, il vient à la télévision et il participe à des activités, plusieurs. Il est souvent à la soirée est encore jeune, pour ceux qui écoutent la radio, le samedi, le dimanche à 4 heures. C'est un humoriste un peu, là, mais il a un parcours assez atypique. Et il va nous présenter une conférence sur la désinformation. Donc, et la liberté d'expression et tout. Donc, ça touche un peu tous les domaines, sciences humaines, sciences pures. Il va y avoir plusieurs étudiants aussi en sciences humaines qui vont y assister. Normalement, les conférences devraient avoir lieu à l'Espace Le Vrai Monde, là, l'auditorium, mais je ne sais pas si on va pouvoir. Donc, si ça n'a pas lieu à l'Espace Le Vrai Monde, ça va avoir lieu soit ailleurs, soit en ligne. Donc, on verra, mais d'une façon ou d'une autre, il va y avoir une façon d'y assister. OK. Maintenant, donc on était rendu, c'est ça, à la section sur les référentiels et les systèmes de coordonnées. C'est une section, en fait, qu'on revoit là, dans le chapitre 2. C'est vraiment juste une petite introduction qu'on fait dans le chapitre 1, parce que je sais que c'est pour plusieurs là, de la révision. Fait qu'on va aller juste un petit peu vite, puis pour ceux pour qui ce n'est pas de la révision, ben, on va le faire plus en détail dans le chapitre 2, là, avec les capsules vidéo et tout. Donc, comme je vous dis, on fait une petite introduction aujourd'hui, là. Donc, c'est quoi un système de coordonnées puis un référentiel? Bien, un référentiel, en partant, c'est un système de référence matériel. Donc, souvent, on va dire ben, la Terre, c'est notre référentiel, la surface terrestre. Ou euh, être dans un avion, c'est notre référentiel. Donc, en fonction de l'avion, ben, une personne qui est assise dans l'avion a une vitesse qui est zéro par rapport à l'avion, parce qu'il va à la même vitesse que l'avion. Fait que pour lui, il est comme immobile par rapport à l'avion. Mais par rapport au sol, évidemment, il n'est pas immobile. Donc, dépendant du point de vue où on se place, par rapport à quel référentiel on étudie la situation, on va avoir différents paramètres. Comme je vous dis, une personne assise dans un avion a une vitesse nulle par rapport à un avion, mais peut avoir une vitesse très grande par rapport au sol. La même chose quand on est sur Terre, ben, on dit qu'on a une vitesse nulle si on se tient debout sur Terre, mais si on avait un point de vue extérieur à la Terre se déplace très, très, très rapidement autour du Soleil et sur elle-même aussi, et se déplace, le système solaire se déplace aussi très rapidement par rapport au centre de la galaxie et tout. Donc, dépendant du point de vue qu'on adopte, ben, on n'aura pas la même vitesse. Donc, c'est sûr que pour nous, si vous êtes assis présentement dans votre salon ou dans votre chambre, dans votre cuisine, vous dites, ben, j'ai une vitesse nulle, mais si on se mettait par rapport au centre de la galaxie, vous auriez une très, très, très grande vitesse. OK? Donc, le référentiel est très important. Et on va étudier, on va beaucoup, beaucoup, à partir là, du chapitre 5, 6, tout ça, on va beaucoup utiliser là, les différents référentiels pour étudier une situation. Une façon de représenter des coordonnées dans un référentiel, c'est d'utiliser les coordonnées cartésiennes dans le plan cartésien et d'utiliser les coordonnées polaires aussi dans le plan cartésien. Donc, on peut transformer les coordonnées d'un point. Là, on a mis le point P. Là. Donc, on pourrait transformer ces coordonnées cartésiennes, x, y, en coordonnées polaires, r, θ, et vice-versa. Donc, si on regarde ici un point quelconque qui serait donné en coordonnées cartésiennes x, y, pour le transformer en coordonnées, en fait, pour transformer un point en coordonnées polaires, pour le mettre en coordonnées cartésiennes, on utiliserait ces équations-ci. Donc, de polaire à cartésienne, on ferait r cos θ pour trouver la valeur
X en coordonnées cartésiennes de notre point, puis R sin θ pour trouver la valeur Y, donc la coordonnée Y en coordonnées cartésiennes. Et afin de transformer les coordonnées cartésiennes d'un point en coordonnées polaires, bien là, si on a notre point en XY puis on veut l'avoir en Rθ, bien là, on va faire x carré plus y carré racine carrée de tout ça pour avoir la valeur R. Et pour le θ, bien le θ, c'est un petit peu plus subtil. Si notre θ est dans le premier cadran, donc je vais prendre le tableau blanc tantôt, puis je vais vous expliquer plus en détail, là, parce qu'on va faire des exemples. Là. Mais si votre θ est dans le premier cadran du plan cartésien, vous avez juste à faire tan, inverse tan, là, ou arctan de y sur x pour trouver θ directement. Si votre angle est dans le deuxième, dans le troisième ou dans le quatrième cadran, bien, il faut juste se référer, en fait, au X et au Y qu'on a, essayer de trouver l'angle le plus simple à trouver, puis ensuite déterminer l'angle en coordonnées polaires. Donc, je sais que ce n'est pas du tout clair ce que je vous explique, là, mais on va faire un exemple, puis ça va devenir beaucoup plus clair aussi pour ceux pour qui c'est confus. Là. Ça va devenir plus clair dans le chapitre 2. Okay? Là, c'est vraiment une petite introduction qu'on fait. Donc, on va faire 2 exemples. Je vais les noter, puis je vais les faire ensuite à l'aide du tableau blanc. Donc, on a 4,20 cm 127 degrés qu'on veut avoir en coordonnées cartésiennes et moins 3,70 moins 7,20 en coordonnées polaires. OK. Donc, c'est pas grave, vous n'avez pas eu le temps de les prendre en note parce que je vais les réécrire là, dans le tableau blanc. Ici. OK. Donc, le premier, donc on a un point, là, mettons le point P, OK, en coordonnées qui sont polaires, donc 4,20 cm, 127 degrés. Donc, ça correspond en fait, ici, évidemment, je vais le mettre en haut, là, à R θ. OK? Les coordonnées polaires de notre point. Donc, si on le représente ici, dans le plan cartésien, donc 127 degrés, bien évidemment, c'est plus grand que 90, c'est plus petit que 180, donc c'est quelque part ici, dans le deuxième cadran. On se souvient qu'ici, c'est le premier cadran, le deuxième cadran, le troisième cadran et le quatrième cadran. Donc, 127, là, je suis quelque part dans le deuxième cadran. Ce n'est pas très grave. Là, je ne vais pas prendre un rapporteur d'angle ou rien de ça. Là. Je vais juste faire approximativement là, un angle de 127 degrés ici. Puis ici, j'aurai mon point P. OK? Donc, la longueur ici, R, de mon vecteur là, qui relie l'origine au point P, ça mesure 4,20 cm. Donc, on se rappelle qu'on met toujours les unités à côté de toutes les valeurs qu'on a. Donc, ici, c'est des centimètres. Si je veux l'avoir en coordonnées cartésiennes, bien, je sais tout de suite que en X, ici, je vais prendre une autre couleur pour que ce soit plus clair. Donc, si je fais ici la projection sur l'axe des X, donc la projection, c'est toujours la perpendiculaire hein, qui part de notre point P jusqu'à l'axe des X. Donc ici,
en X, la valeur de la projection, ça va être négatif. En Y, c'est notre projection. Elle devrait être positive. Donc, la valeur de notre point P là, en coordonnées cartésiennes va nous donner une valeur de X négative, une valeur de Y positive. Donc, si je veux faire mon calcul, je sais que ma valeur de X, je viens de le noter, là, ça va être R cos θ. Donc, 4,20 cm fois cos de 127. Donc, je prends ma calculatrice. Ça devrait me donner moins 2,53 cm. Donc, je m'attendais à une valeur négative. C'est logique. Je vais juste fermer le son de mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. Bon. J'ai mis, encore une fois, 3 chiffres significatifs parce que les réponses des problèmes théoriques, là on n'est pas en lab, on ne fait pas une mesure de quelque objet que ce soit ou on n'est pas dans une expérience. Là, donc, on va donner la réponse à 3 chiffres significatifs. Et notre valeur en Y, qui va être R sin θ. Donc, 4,20 fois sin 227. Oui, Ali. Madame, juste pour être sûr, il faut toujours mettre la calculatrice en degrés, hein? Oui, bien, c'est ça. Là, en fait, dans ce cas-ci, on a des degrés, en effet. Plus tard dans la session, on va utiliser des radians vers la fin de la session. Donc là, il va falloir ajuster la calculatrice. Mais en effet, quand on utilise les fonctions sinus, cosinus, tangente, il faut absolument que notre calculatrice soit en degrés si on a des degrés, en radians si on a des radians. Là, pour l'instant, on va juste travailler avec des degrés. Ok, c'est bon, merci. J'ai vu une autre question qui est disparue. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Moi, j'avais juste la même question. Parfait. Ouais. Excellent. Donc, si on fait notre calcul en Y, on va avoir 3,35 cm. Donc, ici, notre point P, il serait égal à moins 2,53, 3,35 et les centimètres, on les met à l'extérieur parce qu'ils s'appliquent sur chacun des deux termes. Donc, on pourrait les distribuer sur chacun des deux termes. C'est comme si on avait mis les centimètres en évidence, mais ils vont tout le temps en arrière là, de nos termes. Madame? Oui. Ce que j'ai fait le calcul, 4,20 moins cos de 127, mais ça ne me donne pas la réponse que vous avez obtenue. Pourtant, je suis en radian. Il faut se mettre en degrés. Ouais, c'est ça, je suis en degrés. OK. Si on fait 4,20 fois sin de 127. Ah, OK, fois sin, je pense que c'était... Oh, oui, c'est un fois. C'est un fois. Désolée. OK. Donc, une chose que j'aimerais, en fait, je ne sais pas comment l'appeler, là. C'est vraiment un réflexe, je devrais dire, là, qui serait vraiment l'idéal que vous développiez dans ce cours-ci puis dans tous vos cours de sciences. Quand vous notez une réponse, vous essayez de voir si elle est logique ou pas par rapport aux données que vous aviez, par rapport au type de problème. OK? Des fois, j'ai des réponses qui n'ont vraiment aucun sens, là. Si vous trouvez que votre réponse, elle n'est pas logique, vous pouvez l'écrire. Ben, je vois clairement que ma réponse ne fonctionne pas parce que.
mais je ne trouve pas mon erreur. Bien, déjà, ça me donne une idée que vous aviez... Désolée s'il y a du bruit, c'est mon petit chien. Donc, ça me donne une idée que vous avez saisi que votre réponse n'avait aucun sens. Puis si vous aviez eu plus de temps que vous étiez, vous êtes pris dans un examen, vous avez juste, je ne sais pas moi, 1h50 pour faire l'examen, bien, on ne peut pas nécessairement avoir le temps de trouver notre réponse puis aller consulter des collègues puis quoi que ce soit. Là. Mais dans la vraie vie, normalement, quand on se rend compte qu'on a quelque chose qui ne fonctionne pas, bien, on ne va pas présenter devant les clients notre réponse. Là. On va trouver où est-ce qu'est l'erreur. OK? Donc, ici, je vois que c'est logique, mes valeurs, premièrement, parce que je m'attendais à un X négatif, un Y positif, et que le 4,20, c'est l'hypoténuse de mon triangle. Hein? Donc, j'ai deux côtés qui sont plus petits que mon hypoténuse, mais qui ne sont quand même pas minuscules. Donc, j'ai comme une idée que ma réponse est probablement bonne. Okay? C'est très logique d'avoir cette réponse-là. Donc, on va essayer le deuxième exercice. Tiens, je vais le faire de l'autre côté. Transporter. Donc, ici, on avait, mettons, on va mettre un point R là, pour que ça soit différent, de moins 3,70, moins 7,20 cm. Ici, entre les deux, vous pouvez mettre soit une virgule, soit un point-virgule. OK? Parce que quand il y a 3 virgules, automatiquement, on sait que celle du milieu, c'est celle qui sépare les deux nombres. Là, on ne peut pas avoir 2 virgules dans un même nombre. Là. Ou sinon, vous mettez un point-virgule, ça fonctionne. Donc, si on reprend notre plan cartésien, l'idée, c'est toujours de visualiser ce qu'on cherche. Donc, ici, j'ai un point qui va être dans le 3e cadran. Je vois qu'en X, si mon axe des X est séparé, là, gradué de la même façon que mon axe des Y avec le même espacement, ça veut dire qu'en X, j'ai une valeur qui est plus petite qu'en Y. Ce qui fait que mon point R, il va être quelque part, mettons, ici. Okay. Donc, je vois que mes projections, ici en X et en Y, encore une fois, c'est toujours la perpendiculaire, là. Ici, une projection. Donc, en X, normalement, ça devrait être plus petit qu'en Y. Encore une fois, si la graduation est la même sur les deux axes. Donc, je vais quand même indiquer ici mes axes, les identifier. Donc, je m'attends à un angle θ qui va être plus grand que 180 degrés, plus petit que 270. En coordonnées polaires, notre angle est toujours défini par rapport à l'axe des X positifs. Toujours défini par rapport à l'axe des X positifs. Et il est défini dans le sens anti-horaire. Donc, normalement, notre angle θ, ce n'est pas la fin du monde là, si vous le définissez de l'autre côté puis vous le mettez négatif. Là. Mais le principe d'un angle en coordonnées polaires, c'est qu'on le définit par rapport à l'axe des X positifs dans le sens anti-horaire. Okay? Donc, je m'attends à un angle ici qui serait entre 180 et 270 degrés. Et mon R, ici, comme c'est l'hypoténuse de mon triangle, je vais m'attendre à une valeur qui est plus grande que 3,70 et 7,20, mais je ne m'attends pas à avoir 25. Là. Okay? Donc, si je cherche mon R, premièrement, c'est la racine de x carré plus y carré. Donc, racine carrée de, et là, je vais mettre mes unités dans les calculs. Donc, moins 3,70 cm au carré, plus moins 7,20 cm au carré. On ne voit pas trop mon carré, hein, c'est ici. Donc, ici, on met tout le temps des parenthèses
Parce que si on ne met pas des parenthèses, là, si j'écrivais, mettons, moins 3,70 cm au carré, bien là, ça a l'air de moins 3,70 cm². Ça a l'air d'une aire. OK? Pour signifier que c'est moins 3,70 au carré et les centimètres aussi sont au carré, on met des parenthèses. OK? Et ensuite, on fait le calcul. Donc, on prend notre calculatrice. Et ça nous donne 8,10 cm, ce qui est tout à fait logique. Évidemment, ça va être une valeur positive. Là, c'est la racine carrée de 2 valeurs positives. Ça va être une valeur positive. Et c'est un petit peu plus grand que 7,20, ce qui est tout à fait logique. Madame, Oui, j'ai une question en ce cas pour les chiffres significatifs. oui. Genre, par exemple, si on faisait comme si, est-ce que c'est à la fin des calculs que genre, on peut commencer à compter ou genre durant les calculs aussi, genre, pour les chiffres significatifs, quand on fait déjà plusieurs calculs? Si on doit arrondir, tu veux dire dans les calculs ou? Ouais, genre, respecter les chiffres significatifs genre, durant tous les calculs ou genre à la fin. Oui, bien en fait, ça, c'est vos données de départ. Donc, vous partez de ces données-là. Si vous avez plusieurs calculs à faire, à chaque fois, vous gardez 4 chiffres significatifs, puis votre réponse finale, vous l'arrondissez à 3 chiffres significatifs. Ici, ça va être ma réponse finale pour R. Donc, je ne vais pas réutiliser R dans un autre calcul. Donc, c'est pour ça que je l'écris directement à 3 chiffres significatifs. Si je réutilisais R dans un autre calcul, bien, je garderais un chiffre supplémentaire. Là, je ne serais pas nécessairement obligée de l'écrire, mais je le garde dans ma calculatrice, en mémoire. Si vous voulez l'écrire, les 4 chiffres significatifs, il n'y a pas de problème. C'est un calcul intermédiaire, il n'y a pas de problème de l'écrire. Mais si vous voulez l'écrire juste à 3 chiffres, puis vous gardez le quatrième chiffre en mémoire, il n'y a pas de problème. Pour l'angle, bon, la première chose qu'on va chercher, c'est l'angle θ', okay, qui est, mettons, l'angle, on va prendre, je ne sais pas moi, du orange, tiens. Notre angle θ', on va le prendre ici. Donc, on va prendre ce petit triangle-là, ici. Puis, on sait que la tangente de notre angle, c'est opposé sur adjacent, donc Y sur X. Ce qui fait que la tangente inverse de θ', ça va être tangente inverse de Y sur X. Oui, Danica? Est-ce que c'est une erreur de transcription si au lieu d'écrire θ', on écrit alpha? Non, il n'y a aucun problème. N'importe Ok. quelle autre chose que θ, parce que θ, ça va être notre angle final. Là. Mais il n'y a pas de problème. OK, merci. Bêta, alpha, gamma, θ', prime. Imagination est la limite. Donc ici, j'aurais tan de moins 1 de Y sur X. Puis je vais le mettre en valeur absolue, en fait, parce que là, ici, j'ai 2 moins, fait que ce n'est pas très grave. Il s'éliminerait, les moins, si on veut. Il s'annulerait. Mais si on avait un moins puis un plus, il y a plusieurs méthodes. Hein. Si vous connaissez une autre méthode, là, puis vous préférez utiliser cette méthode-là pour calculer l'angle θ, il n'y a aucun problème. Là, je vous montre une méthode, OK? Parce que je ne vais pas vous en montrer 5. Là. Et la méthode que je vous montre, bien, vous utilisez la valeur absolue. Puis vous prenez le petit triangle qu'on a, soit celui-là, soit celui-là. Si vous aviez pris celui-là, on aurait trouvé l'angle θ' ici, puis on aurait eu en fait tan moins 1 de X sur Y. Okay, si on avait pris l'autre petit triangle. Là. Mais bon, le plus simple, c'est de prendre ça. Fait que là, on a θ' égale tan de moins 1 de la valeur absolue de moins 7,20 cm sur moins 3,70 cm. Les centimètres s'en vont. Donc,
Et ça nous donne un angle très logique de 62,80. Je vais le noter à 4 chiffres significatifs parce que ce n'est pas ma réponse finale. Et là, je vais pouvoir trouver θ. θ qui va donc être assez clairement 180 plus θ'. Donc, 180 degrés plus 62,80 degrés. Là, ça se fait assez bien, là, mais si, mettons, je m'amuse à prendre la calculatrice, je vais avoir 242,8 degrés. Donc, je vais l'arrondir à 3 chiffres significatifs, qui va être 243 degrés. Donc, ma réponse finale pour mon angle, pour mon point R là, en coordonnées polaires, ça serait 8,10 cm, 243 degrés. Donc, encore une fois, on revient là-dessus dans le chapitre 2. Donc, ce n'est pas la dernière fois qu'on va le faire. Est-ce que c'est bon pour ça? Est-ce qu'il y a des questions? Excellent, excellent. Habituellement, en classe, je vous fais visionner un petit vidéo qui dure, capsule vidéo là, qui dure peut-être même pas 10 minutes, là, qui vous montre un peu, je trouve que ça clôt bien comme le chapitre 1, là, ça vous montre un peu les ordres de grandeur en physique. C'est un vieux vidéo des années genre 1970-80, mais puis même, c'est ça, c'est assez vieux parce qu'ils parlent des quarks, mais ils ne savent plus qu'est-ce qu'il y a en bas des quarks. Puis maintenant, on le sait, ça fait quand même un bout là, qu'on a fait des expériences depuis les années 70, puis on a découvert vraiment ce qui est à l'intérieur des quarks et tout. Là. Donc, ça donne quand même une idée des ordres de grandeur. Fait que ce que je vais faire, plutôt que de vous le montrer maintenant en ligne, là, je vais vous mettre le lien dans. C'est une vidéo YouTube, là, fait que je vais vous mettre le lien dans Léa, puis vous pourrez aller le voir. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça vous donne une idée de la dimension de l'univers versus la dimension du très, très petit. Là, on part d'une espèce de famille qui est assise sur une nappe, là, qui est en train de manger dans un parc. Là. Puis, on va dans l'infiniment petit puis dans l'infiniment grand. C'est quand même intéressant. Donc, je vous mettrai le lien pour ça. Maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre document qui s'appelle Théorie, mesure et incertitude. Je vous l'ai mis sur Léa dans la section laboratoire. Je vais vous le montrer ici. En fait, je pense que je sais ce que je vais faire. Je vais voir si je peux le copier, peut-être. On va voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Donnez-moi une seconde. Donc, si je le copie ici, qu'est-ce que ça donne? Ah, il ne veut pas. Bon, il ne veut pas. Ça va être. Il va falloir que je monte mon document à ce moment-là. OK. Je vais pouvoir aller peut-être dans Paint pour vous le copier parce que dans Whiteboard, il ne veut pas. C'est ça. Je pense que c'est ça que je faisais. On va pouvoir écrire dessus. Ça va être pas mal plus facile. Là. Ah ah. OK.
Donc, on a... bon, il y a des choses qu'il n'a pas été capable de copier, mais ce n'est pas grave. OK. Donc, on a un document qui, en fait, comme je vous dis, là, c'est basé sur Introduction à la méthode expérimentale en physique, qui est disponible sur Moodle, qui va être disponible à la coop aussi, que vous pouvez acheter en version papier, mais qui est disponible sur Moodle sur la page du département de physique. Donc, c'est basé sur ce document-là. Et c'est vraiment, on ressort ce qui est essentiel pour tout ce qui est calcul d'incertitude. OK? Donc là, je vous ai copié comme une partie de la première page. Donc, une mesure correspond à la comparaison entre une grandeur physique et un étalon de référence. Donc, si on prend, par exemple, je ne sais pas moi, la seconde, notre étalon de référence, c'est la seconde, bien, une mesure, c'est combien de fois la seconde rentre dans le temps ou l'intervalle, la durée de quelque chose que j'ai. Est-ce que ma seconde rentre une fois? Alors, à ce moment-là, mon objet dure, ma durée dure une seconde. Si ma seconde rentre 5 fois, ben, ma durée, c'est 5 secondes. Okay? C'est la même chose si je mesure la dimension d'un objet. Là. Mettons ici mon coffre à crayon. Je prends une règle, je mesure mon coffre à crayon, puis là, je regarde, ben, le centimètre, il rentre combien de fois dans mon objet? Okay? Mon centimètre, ça serait mon étalon de mesure. Bon, c'est ça le principe. Donc, il y a deux types de mesures. Il y a la mesure qu'on appelle directe. Donc, mesure directe. Et il y a les mesures indirectes. Donc, vous avez en dessous une espèce de description de ce que chaque type de mesure est. Donc, les mesures directes sont obtenues directement à partir d'instruments de mesure. Les mesures indirectes sont obtenues par calcul à partir de mesures directes ou indirectes. Donc, une mesure directe, c'est si j'ai un chronomètre, une règle, une balance, n'importe quel objet qui me permet de prendre une mesure. Ça, c'est une mesure qu'on appelle directe. La mesure indirecte, c'est si je viens faire un calcul. Dans le premier laboratoire, vous allez avoir des mesures directes à faire, là, mardi prochain. Et vous allez avoir aussi des mesures indirectes, c'est-à-dire des calculs à partir de vos mesures directes. Donc, entre autres, on va vous donner soit une petite bille ou un cylindre à mesurer. Et vous allez avoir à prendre des mesures directes. Donc, son diamètre, si c'est la bille, sa masse. Si c'est le cylindre, ça va être évidemment le diamètre là, de la partie ronde et la longueur ou la hauteur là, du cylindre. Et sa masse également. Donc, vous allez prendre ça, ça va être des mesures directes avec des instruments de mesure, soit ça va être le pied à coulisse ou peut-être le palmaire. Je vais voir si on l'utilise. Probablement que ça va être mieux pour la bille. On va voir ça pour mardi. Vous allez aussi prendre des mesures avec la règle. Et pour la masse, bien, vous allez prendre des mesures avec la balance numérique. Donc, ça, c'est vos mesures directes. Ensuite, à partir de ces mesures-là, on va vous demander de calculer le volume de l'objet. Donc, ça, c'est une mesure indirecte, parce que vous faites un calcul à partir du diamètre et de la hauteur ou du diamètre de la bille. Vous faites un calcul de volume. Mesure indirecte. Et ensuite, on va vous demander de calculer la masse volumique. Donc, la masse volumique, encore là, c'est une autre mesure indirecte. Et là, vous vous servez du volume et de la masse. Donc, une mesure directe et une mesure indirecte pour trouver une autre mesure indirecte. On vous dit ensuite, une mesure ne peut avoir une précision infinie. Lorsqu'on présente une mesure expérimentale, dans mon texte, là, j'essaie de voir. Je pense que c'est X qui va là.
direct ou indirect. De toute façon, vous l'avez normalement si vous êtes allé chercher le document. Là. On peut donc seulement indiquer le domaine à l'intérieur duquel on est certain de trouver la vraie valeur X qu'on ne connaîtra jamais. Donc, dans l'encadré, on va noter X est élément de notre intervalle X min, virgule, X max. Donc, notre valeur de X est à l'intérieur d'un certain intervalle. OK? Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont déjà manipulé des incertitudes au secondaire, peut-être dans votre cours de chimie, je ne sais pas, en première session, mais il y en a plusieurs pour qui c'est nouveau, le concept d'incertitude. Ce qu'on veut dire, c'est que lorsqu'on mesure quelque chose, donc si je reprends là, mon exemple, est-ce qu'elle est ma règle ici? Si je reprends mon exemple là, ici de coffre à crayon, je veux mesurer mon coffre à crayon à l'aide de ma règle. Donc, je vais mettre ma règle ici sur mon coffre à crayon. Évidemment, ce n'est pas très précis. Là. Et je prends une mesure. Bon, là, il va falloir que je prenne 2 fois ma règle parce que ma règle est trop petite. Donc, ça va être encore moins précis. La valeur que je vais obtenir, ce n'est pas une valeur exacte. Okay? Déjà, mon objet, il n'est pas carré, là. Il n'est pas facile à mesurer. Il faut que je prenne ma règle. Il faut que je place mon 0 ici pour l'aligner avec le bord. Ensuite, il faut que je note la fin ici du 15 cm, là, que je déplace ma règle. Donc, la valeur que je vais obtenir n'est vraiment pas précise. Ce qui fait qu'il y a une grande incertitude sur ma réponse. OK? Cette incertitude-là n'est pas due au fait que vous avez fait une erreur de calcul. Okay? Une erreur et une incertitude, ce n'est pas la même chose, là, on va en reparler. Mais c'est vraiment dû au fait que quand on prend une mesure, ben, notre instrument de mesure, il n'est pas parfait. On est dans un système qui n'est pas parfait. Notre objet n'est pas parfait. Et on obtient donc une mesure imparfaite. C'est pour ça qu'on a un intervalle dans lequel notre valeur se trouve, puis que notre réponse est quelque part dans l'intervalle. Okay? On considère que la valeur centrale de l'intervalle, c'est la meilleure estimation. Et de chaque côté, on va avoir une incertitude. Okay? Donc, au milieu, on va avoir une meilleure estimation, mais en fait, notre valeur X, elle est quelque part dans l'intervalle. Okay? Ce n'est pas la valeur centrale. La valeur centrale, c'est la meilleure estimation de la mesure. Donc, si je... Où est-ce que je peux faire ça? Je pense que je vais ouvrir un autre peintre. Bon. Plus facile que d'effacer avec une efface. Donc, je vais aller rechercher la suite de mon document. Donc, on y va vraiment approximativement. Là. On s'entend. En ligne, on fait ce qu'on peut. Donc, ici, j'ai la suite de ma page. OK. Donc, quand on dit on considère la valeur centrale de l'intervalle, la valeur centrale de l'intervalle, le 2 points d'interrogation ici, là, en fait, c'est X bar qui devrait être là. Okay. La valeur centrale de l'intervalle est tout de même la meilleure estimation de la valeur recherchée X. Donc, la meilleure estimation, on l'écrit toujours X avec un petite barre horizontale dessus. Donc, on va dire que comme c'est la valeur centrale de mon intervalle, ben, X bar, c'est X max plus X min divisé par 2. Okay, c'est le milieu de mon intervalle. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Ça va devenir plus clair plus on avance dans la théorie. Et évidemment, au laboratoire, ça va devenir encore plus clair parce que là, vous allez vraiment le faire. Okay? Mais le principe, c'est quand on prend une mesure, on a une mesure qui est imparfaite. Donc, on a un intervalle, en fait, qu'on considère adéquat là, pour dire que la mesure, elle est quelque part à l'intérieur de l'intervalle. Okay? On ne sait pas exactement où, mais quelque part à l'intérieur de l'intervalle, donc entre X max et X min, quelque part.
Et notre valeur, notre meilleure estimation pour dire notre mesure, c'est quoi? Bien, ça va être le milieu de l'intervalle. X max plus X min divisé par B. OK, page suivante. On va aller la chercher. OK, c'est ici qu'on fait la distinction entre ce qu'on appelle une incertitude et une erreur. Je vais le faire en deux temps. Donc, on va juste faire ça, puis après, on va se laisser jusqu'à demain. OK, donc, une incertitude, comme je vous dis, ce n'est pas parce que vous avez fait une erreur dans votre manipulation. C'est souvent vraiment vous avez tout fait comme il faut. Vous avez quand même une incertitude. Donc, c'est ce qu'on appelle une imprécision associée à une mesure. Donc, à moins d'un comptage, là, OK? À moins d'un comptage. Exemple, 5 pommes. Est-ce qu'il n'y a aucune incertitude? Donc, à moins d'un comptage, là, vous avez un champ, vous avez, je ne sais pas, 15 vaches, vous les comptez, vous avez 15 vaches, votre mesure, c'est 15 vaches. À ce moment-là, il n'y a pas d'incertitude. Okay? Il y en a 15, il n'y en a pas 25, il y en a 15. Fait que, à moins d'un comptage, il va toujours avoir une imprécision associée à une mesure. Okay? Donc, on va écrire notre mesure sous la forme x égale x bar, qui est notre meilleure estimation, plus ou moins notre incertitude. Donc, notre valeur maximale, en fait, de ça ici, là, de votre mesure x, ça serait x bar plus delta x. Votre valeur minimale, ça serait x bar moins delta x. OK? Donc, par exemple, x égale 12 plus ou moins 1 cm. Donc, le 12, c'est la meilleure estimation. Et le 1, c'est l'incertitude sur la mesure. Ce qui fait que si je vous dessine, on va terminer ici, là. Si je vous dessine une plage d'incertitude, qui est la plage de votre mesure, ici, je vais avoir 12, 11, 13. Donc, votre mesure, elle est quelque part entre 11 et 13, mais on ne sait pas où exactement. Notre meilleure estimation, c'est 12 parce que c'est le milieu, mais notre mesure, ça peut être 11, ça peut être 11,1, ça peut être 11,2, etc., jusqu'à 13. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une plage ou un domaine d'incertitude. Donc, on va se laisser ici. On va poursuivre demain. Donc, encore une fois, vous pouvez quitter, vu que le cours est terminé. Je vais rester en ligne pour ceux qui veulent me poser une question plus individuelle. Donc, il n'y a pas de problème. Oui, Hussein. Oui, madame. Vous voyez l'exercice de conversion d'unité? Oui. Parce que genre, dans le numéro 3, vous voyez dans les conversions qu'on doit faire pour les mètres et centimètres, c'est pas normalement 1 mètre sur 100 centimètres?
Parce que genre, on veut le convertir en mètres, kilogrammes par mètre cube. Je vais aller chercher l'exercice en question. Conversion d'unité. Ici. OK, tu me dis Pour le dans le numéro numéro 3. 3, ici. Donc, OK, ben on a des grammes par centimètre cube. Donc, pour l'avoir en kilogrammes par mètre cube, on va transformer les grammes en kilogrammes, donc 1 kilogramme sur 1000 grammes. Ici, fois 100 centimètres sur 1 mètre. Tu veux dire que toi, tu voudrais mettre 1 mètre en haut puis les centimètres en bas? Ouais, parce que je pensais, genre, pour essayer de convertir en mètres, il faut mettre le centimètre en bas parce que c'est déjà en centimètres. Ben, Et en je fait, pensais c'est qu'on veut annuler les centimètres. Regarde, je vais. ok. C'est ça ouais, je sais que au début, là, c'est mêlant un peu, là, mais quand on le saisit, en fait, tiens, je vais prendre un autre paint. Ça va mieux. Attends une minute. Tiens. Bon. Donc, on avait ici 14,5 grammes par centimètre cube. Donc là, on a multiplié par 1 kilogramme sur 1000 grammes pour que les grammes s'en aillent. Mais là, pour que les centimètres deviennent des mètres, il faut que les centimètres ici soient au numérateur. Parce que sinon, tes centimètres, ils vont juste se multiplier ensemble. Si tu mets des mètres en haut et des centimètres en bas, tu vas avoir des kilogrammes fois des mètres sur des centimètres à la 6. Ah, ok, ok. Tu comprends? Fait qu'il vaut Ouais. que si tu veux que tes centimètres disparaissent et qu'il y a des mètres qui apparaissent au dénominateur, il faut que tu le mettes comme ça. Sinon, Ok, ton chiffre ne marchera pas. ok, c'est bon. Oui, Salma. Oui, madame. Ce qu'on a vu aujourd'hui sur le référentiel, j'aimerais savoir, est-ce que ça ressemble au vecteur qu'on a vu au secondaire? Les vecteurs, ça, c'est le chapitre 2. Donc, c'est pour ça qu'on revient en fait là, sur les coordonnées là, polaires et cartésiennes dans le chapitre 2. C'est parce que le chapitre 2, ça porte vraiment sur les vecteurs. C'est le chapitre sur les vecteurs. Donc, normalement, en effet, là, c'est vraiment une révision de ce que vous avez fait au secondaire. Il y en a pour qui c'était vraiment acquis au secondaire, il y en a pour qui c'était pas très bien compris au secondaire. Donc, c'est pour ça qu'on revient dessus parce on s'en sert énormément des vecteurs là. Dans le chapitre 5, chapitre 6, je sais pas, on s'en sert énormément. Là. Fait que, c'est pour ça qu'on revient là-dessus, puis on passe plus de temps sur les vecteurs, puis on va reprendre les coordonnées polaires et cartésiennes pour décomposer les vecteurs là, dans le chapitre 2. Donc là, parce que moi, j'ai un peu oublié, donc est-ce que je dois vraiment comme faire une révision avant le cours ou bien je vais attendre juste que vous enseignez le chapitre 2 puis ça devrait bien aller? Bien, en fait, le chapitre 2, comme justement, c'est une révision pour beaucoup de monde, ce qu'on fait, c'est que je mets des capsules en ligne où on explique vraiment chaque notion, comment on additionne des vecteurs, comment on soustrait des vecteurs, comment on multiplie un vecteur par un scalaire, etc. Et il y a un document qui vient avec que vous pouvez imprimer et remplir au fur et à mesure. Puis dans le document, il y a des places pour mettre comme la théorie, puis il y a des places pour faire des exercices. Fait que là, tu vois si ce que tu fais comme exercice, tu as compris, tu sais, la capsule ou pas. Mhm. Fait que je vais Ok. les mettre en ligne très bientôt, là, vu que c'est la semaine prochaine qu'on fait le chapitre 2. Si jamais ça tente de prendre d'avance, puis regarder les capsules, puis voir est-ce que tu comprends bien, puis ça va bien. Puis à ce moment-là, Mhm. s'il y a des questions avant le cours où est-ce qu'on reprend un peu là, le document, puis qu'on passe à travers un peu rapidement, là, si tu as des questions avant, ben, tu pourras me les poser avant. Tu sais. OK. Sinon, c'est ça, on revient là, dans le cours vendredi de la semaine prochaine. Normalement, on va être rendu dans le chapitre 2, peut-être un peu avant. Puis là, on repasse vraiment là, toutes les questions, mais on va quand même assez rapidement parce que normalement, vous les avez fait à la maison. Là. Ouais. Puis là, on a fini le chapitre 1, c'est ça? Là, on a fini le chapitre 1, c'est ça. On est dans la théorie sur OK. les mesures et incertitudes. Là. Donc, chapitre 1, c'était juste sur les unités, puis la théorie sur mécanique et tout ça. C'est ça, exactement. C'est vraiment une introduction au cours. Là. Vraiment une introduction au cours. Là. Fait que vous pouvez Merci. faire maintenant les exercices là, qui portent sur le chapitre 1, là, qui sont notés Dans le dans le plan de Benson. cours. Là. Ouais, les exercices du Benson.
Puis on les fait tous ou est-ce que vous... Vous faites ceux qui sont notés dans le plan de cours. Ah, OK, OK, ils sont dans le plan de cours, c'est bon, merci. Oui, à la page 31, je pense, du plan de cours, quelque chose comme ça. Merci. Parfait. Ali. Oui, madame, vous voyez pour le laboratoire de la semaine prochaine, Oui. est-ce qu'il y aura genre un prélab ou quelque chose qu'on doit faire comme dans un Non, cahier? Parce que, OK. non, rien C'est du tout. genre, OK, donc on va faire le labo, ensuite on aura un rapport et. C'est ça. Ben, en fait, moi, je vais apporter au labo c'est un compte rendu, en fait, là, qui est à rendre. Fait que moi, je vais vous apporter le document. Puis, OK. je vous donne ça au labo mardi. Puis là, on commence à le remplir ensemble, la portion où est-ce que vous prenez les mesures et tout. Puis le reste, vous le faites à la maison. Puis vous allez me remettre le document complété à la fin. OK, c'est bon. C'est parce que, est-ce que ça va être genre la même chose pour tous les laboratoires? C'est genre juste celui-là et ensuite on aura des prélabs à faire. Il n'y a pas de prélab en physique. Ça va être vraiment des labos où est-ce que moi j'apporte, d'habitude c'est un syllabus, puis là le rapport se fait là, dans Excel puis dans Word. Là. Mais pour le premier, c'est des feuilles à remplir. Là. OK, donc on arrive juste au labo et vous allez expliquer qu'est-ce qu'on doit faire et ensuite on fait le rapport? Oui, oui. Ah, S'il y a un prélab, ça va être des capsules à écouter, puis à ce moment-là, je vais vous le dire d'avance. OK, c'est bon, parfait. Mm. Merci. Passez une bonne journée. Oui, oui, toi aussi. Merci. Jade, Bonjour, madame. bonjour. J'ai Ça se une peut que question. ça coupe, là, parce qu'on a juste jusqu'à midi, là, puis il est 11h59, ça se peut que ça coupe. Fait que, J'ai une question sur un oui, exercice du chapitre 1, mais sinon, je peux venir. Est-ce qu'elle va être dispo dans 1 heure, là, au pire, si je vais couper? oui, Est-ce c'est que ça. Je pourrais t'envoyer le lien, un lien Zoom, si tu veux, Ouais, ok. pour venir à me poser une question, oui, si tu veux. Prendre- Théoriquement, je n'avais pas vraiment de dispo aujourd'hui, là, mais si tu veux me poser une question, je vais t'envoyer par Mio là, le lien Zoom. Toi, as-tu un cours maintenant ou? Non. OK, bien regarde, on va le faire maintenant. Donc, je vais t'envoyer mon lien Zoom pour ma boîte à moi, là, puis tu pourras me rejoindre sur Zoom. Parfait. Merci. OK. Il y avait d'autres questions? Bonne journée, madame. Bonne journée. Moi aussi, j'aurais une question, si ça serait possible. Oui, je vais t'envoyer juste le lien Zoom aussi. OK, merci. Parfait.